Hold'em Masterclass numéro 11. Saisir l'opportunité d'un bluff. Dans le cadre des stratégies de bluff, nous allons étudier un exemple de bluff à retardement. Certaines situations éclairent tellement le jeu d'un adversaire que nous pouvons alors mettre en place un bluff à retardement. Ce coup est commenté par Manu B, un des meilleurs spécialistes du poker online français. Le bluff à retardement repose sur l'analyse du jeu de l'adversaire. C'est sur Internet que les qualités d'analyse peuvent faire la différence. En effet, on ne dispose pas de la présence physique des autres joueurs. Les seules informations qu'on peut collecter sont issues de l'analyse du coup lui-même. Manu B, spécialiste reconnu des parties simultanées sur Internet, est un expert de ce type d'analyse. Nous sommes sur un site Internet le 12 avril 2007. Il s'agit d'un cash games, autrement dit une partie d'argent, et non un tournoi. Les blindes sont de 2-4 $, avec un tapis maximum de 400 $ à l'entrée. La table est dite short-handed, c'est-à-dire qu'elle accueille seulement 6 joueurs, ce qui a pour conséquence un jeu nécessairement plus agressif et des probabilités d'amélioration différentes de celles d'une table pleine à 10 joueurs. Donc il s'agit d'une main de cash game en 2-4 no limit, donc qui a été jouée sur Internet il y a quelques jours. La cave de départ est de 400 $ à la table, certains ont un petit peu plus. Moi je viens de m'asseoir, j'ai 398. Et donc c'est une main sur Internet en short-handed, donc seulement 6 joueurs, ce qui change un petit peu la façon de jouer et qui donne un petit peu plus de valeur à la position et à l'agressivité par rapport aux cartes. Je joue principalement en short-handed à 6 joueurs. C'est un environnement de jeu assez difficile. À la table, je reconnais plusieurs joueurs. Une table où il faut jouer de manière très agressive et pas se laisser marcher sur les pieds parce qu'on est face à des joueurs qui jouent de manière assez subtile, qui jouent plutôt serré, qui jouent plutôt bien. Donc je précise que je joue plusieurs tables en même temps. Donc là, au moment où cette main a eu lieu, j'avais 7 autres tables à côté. Voilà, j'avais 8 tables au total. Nous sommes au siège numéro 4, c'est-à-dire que nous serons le deuxième à parler au premier tour d'enchère. Notre tapis est de 398, à peu de choses près équivalent aux différents tapis en présence. Nous possédons la paire de 7 et comme vous le constatez en regardant à droite de votre écran, c'est la 40e main sur les 169 mains possibles. C'est une main qui, à elle seule, peut gagner le coup, mais qui reste très fragile comme toutes les paires moyennes. Comme l'indiquent les chiffres à droite, elle ne trouve son brelan au flop que dans 10,78% des cas et ne finit le coup en brelan que dans 11,7% des cas. L'amélioration principale sur le tableau complet est à 2 paires, près de 40%, mais comme il s'agit d'une paire moyenne, ces 2 paires seront vulnérables. Le premier joueur fold, c'est à moi de parler, donc je décide d'ouvrir avec une relance du montant standard à ce niveau-là, c'est-à-dire de 16 $, soit 4 fois la grosse blinde. Donc le flop tombe As de pique, 9 de carreau, 3 de trèfle. Première nouvelle, j'ai pas touché mon brelan de 7, donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. En revanche, la présence de l'As va me permettre de commencer à préparer un bluff que je vais exécuter au turn et qui a d'assez bonnes chances de réussir dans cette situation. Donc mon adversaire ouvre à 60 dans un pot de 94. C'est tout à fait standard qu'il continue à attaquer après sa surrelance pré-flop. Donc son bet de 60 $ veut pas dire grand chose en fait. En revanche, si j'analyse un petit peu ce qui s'est passé pré-flop, je sais que mon adversaire va faire ce genre de surrelance avec la plupart du temps une paire supérieure à ma paire de 7. Donc ça peut être une paire de 9, de 10, de valet, de dame, de roi ou une paire d'as. Et également, c'est également possible avec As-Roi et parfois As-Dame, mais un peu plus rarement. Avec As-Dame, la plupart du temps, il se serait contenté de suivre. Donc à ce moment-là, je peux déjà réduire le champ des mains possibles de mon adversaire aux paires supérieures et à As-Roi. Donc quand mon adversaire mise ses 60 $, il peut avoir n'importe laquelle de ces mains-là. Alors, si vous remarquerez que je suis battu par toutes ces mains, et que je ne peux plus gagner le coup en allant au showdown et en montrant ma main. Donc la seule chance qui me reste pour gagner ce pot, c'est de bluffer. Et ce qui va me permettre donc de déclencher ce bluff, c'est la présence de cet as. Alors c'est un bluff qui se déroule en 2 temps. Le premier temps consiste à payer les 60 $ pour faire croire que moi, j'ai un as. Puisque mon adversaire, avec le champ de main avec lequel il me surrelance pré-flop, déteste cet as au flop, sauf si bien sûr il a paire d'as ou as-roi. Mais d'un point de vue purement mathématique, il a plus de chances d'avoir une paire inférieure à l'as et donc d'être vraiment très gêné par la présence de cet as.
La première étape qui est très importante, c'est de se contenter de payer juste la relance et de ne pas le relancer à ce moment-là au flop. Effectivement, à ce moment-là, un call de sa mise est beaucoup plus inquiétant pour lui qu'une relance. Parce qu'en faisant simplement un call, j'annonce que j'ai déjà ma main en fait. Il n'y a pas de tirage couleur, il n'y a pas de tirage quinte vraiment crédible. Donc le fait de suivre, ça représente très clairement soit un brelan pour moi, soit un as. Si je le relance, ça peut être considéré à ce moment-là comme une tentative de le voler en lui faisant croire que j'ai l'as. En suivant, je lui annonce pratiquement que je l'ai, déjà. C'est beaucoup plus crédible. À la turn, c'est le 4 de trèfle qui tombe, donc c'est une très bonne carte pour la situation, puisqu'il est très très peu probable que cette carte ait aidé mon adversaire, vu que je mets mon adversaire sur une paire supérieure à la paire de 7 ou As-Roi. Donc c'est pas une carte qui a amélioré son jeu. Si ça avait été un valet ou une dame par exemple, ça aurait pu tout à fait lui donner un brelan de dame ou un brelan de valet, et à ce moment-là, il aurait été impossible pour moi de le bluffer. Donc mon adversaire check, tout à fait prévisible, puisque soit il a un brelan de 9 ou un brelan d'as et il veut me laisser attaquer le coup, soit il a une paire en dessous de l'as, et dans ce cas-là, il préfère éviter de continuer à mettre de l'argent dans ce coup, puisqu'il serait très très loin derrière. Donc il check, moi je profite de cet instant de faiblesse et je mise 120. À ce moment-là, 120, ça représente un peu plus d'un tiers du pot, ce qui veut dire qu'il suffit que mon bluff fonctionne une fois sur 3 en moyenne pour que le coup soit rentable pour moi. Mon adversaire se couche, et donc je remporte le pot total. Le coup aura pu se passer de manière différente. Si mon adversaire à ce moment-là me suit ou me relance, pour moi ça signifie que j'ai probablement perdu le coup. Donc s'il me relance, je me couche. Et si à la river, je touche mon brelan de 7 par chance, entre guillemets, ça serait peut-être même un gros coup de malchance, il est tout à fait possible que je me retrouve contre un brelan d'as ou un brelan de 9 à ce moment-là. Donc je me contenterai juste de suivre avec mon brelan de 7 plutôt que de relancer derrière. Donc en conclusion, c'est ce qu'on appelle un bluff à retardement, un delayed bluff en anglais. Le principe étant de montrer de la force en suivant l'adversaire au flop pour le bluffer ensuite au turn quand on pense que le flop ne l'a pas aidé du tout et qu'au contraire il est plutôt menaçant pour lui. Il faut noter que c'est une manière de jouer qui est très axée sur les mathématiques et sur le long terme. C'est effectivement dangereux de rentrer juste comme ça avec une paire qui n'a pas amélioré en brelan contre un adversaire qui monte de la force. Mais l'expérience montre que jouer ce genre de main de cette façon peut être rentable sur le long terme. Évidemment, ça ne marchera pas à chaque fois. De temps en temps, mon adversaire aura un brelan d'as et je perdrai un coup assez gros. Mais la plupart du temps, jouer une main de cette façon peut être rentable. Donc pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi ce bluff a marché, mettons-nous un moment à la place de l'adversaire. Mon adversaire me surrelance pré-flop, annonçant probablement une grosse paire. Imaginons qu'il ait une paire de valets à ce moment-là. Le flop As 9-3, à ce moment-là, bien sûr, il n'aime pas du tout le fait qu'il y ait un As, donc il mise ses 2 tiers du pot pour voir ma réaction et espérer gagner le coup à ce moment-là. Je le suis. Si je l'avais relancé, il aurait pu éventuellement se dire que j'essayais de lui voler le pot. Mais comme je me contente de le suivre, sur un board sur lequel il n'y a aucun tirage possible, il est quasiment obligé avec certitude de me mettre sur l'As. Il ne trouve pas son brelan au turn, il check, moi je fais une attaque d'un tiers du pot qui ressemble vraiment à un value bet, genre j'ai envie qu'il me suive et j'essaie de rentabiliser mon as. Donc à sa place, il a 120 $ à payer dans un pot qui en fait maintenant 450. Il n'a pas la cote pour aller chercher son brelan à la river. Vu la quasi-certitude qu'il a sur mon as, à ce moment-là, il se couche. Et moi, j'aurais été à sa place avec une paire de valets ou une paire de dames, je pense que j'aurais joué exactement de la même façon. J'aurais pas soupçonné mon adversaire d'être sur un bluff à ce moment-là. Bien, merci Manu B pour ce coup passionnant qui nous donne une belle illustration de ce qu'est le bluff à retardement. Comme tu l'as indiqué, c'est une tactique qui rapporte sur le long terme, donc il faut être assez fort mentalement pour accepter qu'elle rate de temps en temps. C'est bien pourquoi il faut avoir un minimum d'expérience pour la tenter. Par ailleurs, il vaut mieux être sûr d'avoir en face de soi un adversaire qui comprend qu'il est en danger, car si c'est un débutant, il ne comprendra peut-être pas et il risque simplement de payer avec sa paire de 10 par exemple et de nous battre à l'abattage. Donc, à éviter contre les débutants et les joueurs médiocres. Si vous voulez en savoir plus sur le continuation bet que fait l'adversaire à la turn, la masterclass numéro 8 vous en donne un bel exemple, et bien sûr nous en verrons d'autres dans d'autres masterclass. C'est un coup niveau expert parce qu'il n'est pas joué en fonction des cartes et du tableau, mais en fonction de l'hypothèse que l'on peut faire sur la main de l'adversaire. On voit d'ailleurs ce qui différencie le bon joueur d'un champion. Le bon joueur a raison de jeter ses cartes, et le champion c'est Manu B qui gagne le coup alors qu'il n'a pas les cartes pour cela.